On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du cyclisme professionnel avec un regard affûté sur l'entraînement et la préparation des coureurs. Derrière chaque performance, il y a des heures de travail, de planification et d'adaptation aux exigences du haut niveau. Alors, comment construit-on une saison? Quels sont les leviers pour optimiser la forme d'un athlète tout au long de l'année? Et surtout, comment gérer les enjeux physiologiques et stratégiques d'un team pro sur les plus grandes courses? Le spécialiste que je reçois est l'un des entraîneurs du team Arkea B&B Hotel, équipe qui a le vent en poupe en ce début de saison, avec notamment le titre de champion de France de Clément Venturini en cyclocross, et tout récemment la victoire de Kevin Vauquelin sur le chrono et le général de l'Étoile de Bessèges. J'accueille Frédéric Ostian. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Bonjour Fred. Bonjour Michael. Merci d'être venu me rejoindre ici, dans ce couvent magnifique des éditions Glénat. Justement, on fait une petite aparté. Je tiens à remercier Aurore Belluard qui nous accueille ici dans ces lieux. Éditions Glénat, c'est un ancien couvent qui est au cœur de Grenoble. Les éditions Glénat que tu connais un petit peu, Fred, puisque... par ton passé, pour te présenter, bien évidemment, on parle de Pierre Ostian, ton père, qui a créé le magazine Montagne et qui était très branché montagne. Les éditions Glénat, c'est aussi beaucoup de bouquins sur la montagne. Et puis ton frangin qui a écrit Pourri, du nom du mont, bien évidemment, Emmanuel Ostian, sur justement le mont Pourri. C'est ça, exactement. C'est un lieu chargé d'histoire. Je connaissais pas ce couvent Sainte-Cécile. C'est un très bel endroit. Et avec l'émotion dont tu parles, papa et mon frère Emmanuel, dont le premier ouvrage a été publié par les éditions Glénat. Donc alors, le clin d'œil est sympa. Voilà, c'était justement le petit clin d'œil. On va le dire tout de suite aux auditeurs. Il y aura un petit peu de bruit autour, parce qu'on est dans un couvent qui résonne, bien évidemment. C'est cathédrale, hein. Il va y avoir des enfants, des gens qui vont faire des visites, des choses comme ça, donc il ne faudra pas s'étonner s'il y a un petit peu de bruit. On continuera tranquillement. Fred, justement, avec ce passé riche en culture, montagne, littérature, comment Frédéric Ostian se retrouve du jour au lendemain coach pour l'un des plus gros teams français? Alors déjà, moi je suis dans le vélo depuis toujours. Je voulais en faire mon métier en tant que coureur, mais voilà, ça s'est pas fait à l'époque. Mais j'ai le souvenir d'avoir entraîné les copains de club en junior, donc ça remonte parce que j'ai 52 ans. Une passion depuis toujours. Pour autant, j'ai pas suivi d'études la filière classique et la filière STAPS. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, le métier d'entraîneur en cyclisme n'existait pas. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc j'ai une voie peu classique, des études d'économie. J'ai travaillé un peu plus de 15 ans en tant que cadre dans l'industrie pour une grosse société qui est implantée à Grenoble et en région grenobloise. Mais le vélo me taraudait l'esprit. J'ai passé mon brevet d'État il y a plus de 20 ans. Dans l'idée d'entraîner parallèlement à mon métier, et puis il y a un petit peu plus de 10 ans un plan de départ volontaire, voilà, comme il y en a souvent dans ces entreprises, et puis là je décide de me lancer et je deviens entraîneur à temps plein depuis maintenant une dizaine d'années. Tu avais entre-temps créé la structure WhatsApp, c'est ça, qui existe toujours. Qui existe toujours, voilà. C'était une structure qui me permettait d'entraîner des clubs ou des individuels. Et puis j'ai fait la connaissance de Maxime Bouet quand lui sortait de l'équipe Quick Step à l'époque. Et j'ai commencé à l'entraîner. Ça a duré 3 ans. C'est là que j'ai pris les premiers contacts avec l'équipe Arkea, qui s'appelait Fortunéo à l'époque. Et puis on est toujours resté en contact. Je suis passé par le centre de formation de Chambéry, la G2R Citroën U23 à l'époque. J'ai été l'entraîneur du centre lors notamment une très belle année avec le titre de champion de France de Valentin Retailleau à l'époque, une superbe promotion avec les Bastien Tronchon, Paul Lapérin, champion de France depuis, Valentin Pareil-Peintre, Jordan Limbros, vraiment des coureurs qui explosent au top niveau aujourd'hui, et puis une équipe bretonne finalement pour un Savoyard. Donc comme je le disais, grâce à Maxime Bouet et Théo Ouvrard à l'époque, qui était le responsable de la performance et avec qui j'étais resté en contact depuis plusieurs années. Maxime qui est maintenant l'un des DS, directeur sportif du team, hein, bien évidemment. C'est ça. Tu l'as suivi sur 3 années professionnelles. Oui. À l'époque, arrivaient déjà tous les nouveaux outils d'entraînement, hein, le capteur de puissance. Ça a été assez révolutionnaire pour toi de suivre des coureurs
pro avec tous ces outils modernes? Oui, je disais que le métier d'entraîneur n'existait pas il y a 30 ans quand je voulais quand je voulais entraîner. C'est notamment ces outils qui ont beaucoup changé l'approche du métier. C'est vrai qu'on avait peu de capacité de mesure des intensités, de mesure précise des entraînements, à la différence de l'athlétisme, pour comparer ça à un sport d'endurance qui a beaucoup de similitudes avec le cyclisme. Et c'est vrai que le capteur de puissance a vraiment tout révolutionné. Moi, mon premier capteur, je l'ai acheté il y a pratiquement une vingtaine d'années, donc c'était vraiment les tout premiers capteurs Polar qui marchaient pas bien du tout. D'ailleurs, il faut le dire, je suis désolé pour l'entreprise, mais qui n'en fait plus aujourd'hui. Et ça a été une vraie révolution dans l'approche scientifique, dans la diversité des entraînements qu'on peut proposer, dans la capacité à faire des retours aux coureurs également, en pouvant faire ça à distance. Donc oui, vraiment, on peut dire que l'approche a été un changement majeur, beaucoup plus que les nouvelles technologies actuelles. On parle beaucoup de lactate aujourd'hui, par exemple. On parle de tout un tas de nouveaux appareils qui, à mon sens, apportent quand même beaucoup moins que le capteur de puissance, qui est vraiment un outil de mesure en permanence. Voilà. Alors que le lactate, c'est des prises de mesure à certains moments. Le capteur de puissance, c'est un outil permanent. On va en reparler un petit peu plus tard. Juste pour cadrer ton rôle au sein de l'équipe du team, c'est-à-dire que c'est un temps plein. Quelle est ta fonction exacte? C'est ça. On est plusieurs entraîneurs salariés. On entraîne la quasi-totalité des coureurs de l'équipe World Tour, de l'équipe de développement, l'équipe continentale, mais également l'équipe féminine. Donc ça fait quand même beaucoup de coureurs, coureuses à entraîner. Personnellement, j'ai 8 coureurs dans l'équipe, avec des profils assez variés, qui vont du sprinter Arnaud Desmar au cyclocrossman Clément Venturini, ou des équipiers, des coureurs assez variés, même un coureur de l'équipe continentale. Donc on se répartit les coureurs de l'équipe, pas forcément par pôle de, entre guillemets, compétences. On est capable d'entraîner tout type de coureurs. Donc voilà, on est au quotidien en contact de ces coureurs. On leur fait des plans d'entraînement, on fait des retours sur les séances d'entraînement. Et puis on se déplace aussi sur les courses, sur les stages. Les stages de début de saison, là on vient de passer le stage de décembre et de janvier, qui sont des gros rendez-vous pour nous, avec pas mal de réunions en dehors des entraînements, des sessions de bike fitting, des sessions de tests également. Donc ça nous prend pas mal de temps. Et sur les courses, on va notamment sur les courses sur lesquelles il y a des contre-la-montre, parce qu'il y a pas mal de travail lié à la performance en parallèle du contre-la-montre. Et puis la plupart des entraîneurs ont aussi le diplôme de directeur sportif, donc on peut faire directeur sportif adjoint sur certaines courses, ce qui a été mon cas sur des courses comme le Dauphiné, des courses qui nous concernent ici, ou des grands tours comme le Tour d'Espagne que j'ai fait l'an dernier. Il y a 2 ans, et le Tour d'Italie l'an dernier. Tu parlais de Clément Venturini, qui a récemment décroché le titre de champion de France à Pontchâteau. Comment on vit quand on est entraîneur les victoires qui sont souvent plus infimes que les défaites, les coups de dur? Comment on vit ça quand on est entraîneur? Alors avec beaucoup d'émotions, vraiment. C'est le métier d'entraîneur là. Alors forcément les copains trouvent que c'est génial. On va au soleil l'hiver, on se promène, on voit du paysage. C'est avant tout une passion à 200%. On est avec très peu de jours de repos, sans contact avec les coureurs tout au long de l'année. On se plaint pas, on adore ça. Mais il faut vraiment une passion à toute épreuve, parce que comme tu le dis, on n'est pas dans un sport co comme le foot où il y a forcément des victoires. Il y a des coureurs, je pense à un garçon comme Hubert Dupont chez AG2R qui a fait toute sa carrière en ne gagnant pas de course. Pour autant, c'est un coureur de grande valeur, un équipier très apprécié. Mais il faut passer souvent des rangs amateurs où ces garçons qui passent professionnels ont gagné, voire beaucoup gagné, à parfois des carrières où on va gagner 1, 2, 3, 4 courses. Et on est beaucoup en support sur l'aspect psychologique, parce que l'entraîneur, ça peut être aussi le confident. C'est vrai que les coureurs, c'est avec nous qu'ils échangent le plus. On les a vraiment quasi quotidiennement. Donc il faut tenir la barre. Nous, à l'inverse des coureurs, on n'a
on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou parce qu'ils le ressentent. Ils n'ont pas envie d'avoir un entraîneur qui a le moral dans les chaussettes au bout du fil. Donc, pour autant, on a nos hauts et nos bas aussi, mais il faut cacher les bas et toujours avoir la banane, comme on dit. Alors justement, on parle un petit peu plus entraînement. Cette fois-ci, tu parlais de coureurs, hein, sachant qu'on s'adresse là au très très haut niveau, à l'élite. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Comme tu dis, il y a des gens qui vont jamais mettre la balle au fond, mais qui sont déjà sur un top hyper exigeant. C'est des coureurs, on les met dans n'importe quelle course amatrice, ils ont 1 heure d'avance. Enfin, c'est déjà l'exception. Comment on arrive aujourd'hui, comment tu travailles, toi et tes équipes, pour faire cette différence? C'est-à-dire que comment un coureur cycliste va arriver à faire la petite différence? Parce que souvent, c'est des répétitions en course. Celui qui gagne, il va avoir mis 12 grosses sacoches, alors que celui qui perd, il va en mettre 11 et la 12e, il est pas là. Ça se joue à rien du tout. Et sachant qu'aujourd'hui, tout le très haut niveau a des outils ultra performants, des coachs, des logiciels, comment on fait pour rester là-haut déjà? Alors, ces coureurs-là ont un mental hors du commun. C'est ce qui les fait tenir, parce que là aussi, je parlais de mon métier qui peut faire rêver vu de l'extérieur. Tous ces athlètes professionnels, et je dépasse le cadre du vélo, ont des métiers qui font rêver. Mais pour autant, c'est des métiers qui demandent une exigence au quotidien hors norme. Vraiment, le vélo, alors je défends mon beefsteak, mais peut-être un peu plus que d'autres sports. C'est un sport d'extérieur qui demande beaucoup d'heures. Là, beaucoup de coureurs habitent en région Rhône-Alpes. Voilà, on connaît la région. Les hivers sont froids. Ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, tout le temps au soleil à s'entraîner. Ils s'entraînent beaucoup ici. Ils font des 4, 5, 6 heures dans le froid. Donc, avant tout, il faut un mental hors norme. C'est ce qui les distingue. Ensuite, c'est des gros travailleurs. Voilà. Je parlais d'un garçon comme Arnaud Desmar qui a 97 victoires. C'est le coureur en activité cette année dans le peloton professionnel qui compte le plus grand nombre de victoires. Arnaud, c'est un bosseur. C'est des gars qui retournent et quel que soit le résultat du dimanche, qu'il y ait une victoire ou une défaite, il faut retourner au boulot le lundi. Et ce qui les distingue vraiment, c'est cette capacité à retourner au travail, quel que soit le résultat. Voilà, Arnaud a un préparateur physique pour l'aspect vraiment musculation qui est très très spécifique aux sprinteurs. Il travaille énormément, c'est à chaque fois essayer de trouver des nouveautés, de nouvelles sollicitations, de nouveaux exercices qui font que on n'est jamais dans un entretien des qualités, mais toujours essayer d'aller chercher quelque chose de nouveau. Nous, dans l'entraînement, on se documente beaucoup, à la différence d'il y a 30 ans en arrière, où quand un livre sur l'entraînement sortait, on était tout content, ça nous faisait l'année. Et j'en parle souvent avec mes jeunes collègues entraîneurs que je fais rigoler avec mes histoires de les fameux fondamentaux du cyclisme. Les fondamentaux du cyclisme, voilà. Mais c'était beaucoup plus simple parce qu'on avait un ouvrage référence qu'on lisait tous et puis aujourd'hui, il y a pratiquement une étude par jour qui sort. On s'aide beaucoup des réseaux sociaux, notamment du réseau Twitter, enfin X aujourd'hui, qui a une mine d'informations dans toutes les publications scientifiques qu'il y a. Donc, on lit un petit peu tous les mêmes études. La problématique qu'on a, c'est que l'étude du jour n'est pas forcément vérifiée le lendemain. Et il faut du recul dans un monde qui va très vite et qui laisse pas forcément beaucoup de temps de recul et de temps de réflexion. On peut pas s'amuser en plein milieu de saison à faire un test comme ça. Exactement. Donc, il faut aller chercher des nouveautés parce que moi, je pense qu'un coureur qui répète les mêmes séquences d'entraînement à longueur d'année, année après année, à un moment donné, ne progresse plus. Donc, il faut aller chercher des nouvelles sollicitations, des nouvelles choses, mais par petite dose, à petite touche. Voilà, parce que, comme tu le dis, on peut pas tout révolutionner en cours de saison. Donc, il y a quand même des fondamentaux qu'il faut respecter. Et là, c'est vrai que les gens qui nous écoutent et les passionnés d'entraînement, la première préconisation, c'est de se dire que quand on fait une séance d'entraînement, le but c'est de générer une fatigue qui va générer une progression, c'est de stresser l'organisme, mais qui n'est valable qu'à condition d'arriver à récupérer de cette séance, d'assimiler cette séance pour repartir sur une séance suivante. Et bien souvent, ce qu'on voit dans le milieu amateur ou le milieu cyclosportif, c'est des coureurs qui essayent d'imiter les professionnels, mais sans penser à cette récupération qui est nécessaire pour la progression. Et cette récupération, il faut du temps.
et dans le métier de coureur professionnel, le temps passé pour le repos à côté, il est absolument essentiel, il est fondamental, et c'est souvent du temps dont les amateurs ne disposent pas, puisque ils sont étudiants, ou ils travaillent, ils vont à la fac, et voilà. Pendant ce temps-là, c'est pas du vrai repos, alors que souvent on s'imagine qu'en n'étant pas sur le vélo, on se repose, mais c'est pas vrai. Le surentraînement est le principal ennemi finalement du coureur haut niveau. Je crois que c'est le fil rouge. Moi, je dis souvent que dans l'entraînement, on a 2 lignes blanches à ne pas franchir. La première, qui est moins gênante, c'est le sous-entraînement. Qui fait que on n'exploite pas au maximum les qualités du coureur, et l'autre ligne blanche, c'est le surentraînement. Celle-là, elle est beaucoup plus dangereuse. Au milieu de ces 2 lignes, on peut faire beaucoup de choses. Il y a vraiment des méthodes d'entraînement très différentes. Nous-mêmes, les entraîneurs dans l'équipe Arkea BNB Hotel, on ne fait pas forcément la même chose, même si on va dire que la base est commune. Mais on peut faire plein de choses différentes, et il faut faire plein de choses différentes, parce que chaque coureur est différent. On n'entraîne pas un Arnaud Desmar comme un Clément Venturini, ou comme un équipier, ou comme un Kevin Vauquelin, et il faut qu'il y ait du contenu différent, mais il faut respecter ces 2 grandes lignes, sous-entraînement, surentraînement, et notre fil rouge, c'est ça. Et c'est probablement d'autant plus difficile à faire avec des coureurs qui ont de l'expérience. Je vais parler d'un garçon comme Arnaud Desmar. Il a des années de pratique, et là, les variables d'ajustement sont beaucoup plus fines. Donc il faut faire attention, et on est souvent sur le fil du rasoir. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Est-ce que aujourd'hui, au mois de novembre, on peut réellement faire un planning pour chacun des coureurs en disant ton pic de forme devra être là sur Bessèges, là sur le Critérium, pour que tu marches? C'est un gage absolu, ça? C'est fini désormais. Il y a tellement de courses et la saison est tellement longue. Alors, on se doit de le faire parce que les calendriers sont justement très fournis, et on doit faire nos compositions d'équipe pendant l'hiver pour avoir une trame sur la saison. Donc, on se doit de le faire. En revanche, tu as raison, cette trame, elle va changer, et d'ailleurs, il y a souvent des coureurs remplaçants sur les courses. Voilà, le schéma, par rapport au schéma initial, on va changer 10 fois en cours de saison. Il y a malheureusement des blessés, des coureurs malades, des coureurs fatigués, donc il y a beaucoup d'ajustements à faire en cours de saison. Mais il faut une trame structurée le plus tôt possible pour arriver justement à planifier les périodes des stages, les périodes d'entraînement, les périodes de récupération dont je parlais, très importantes, et ces périodes de performance, en sachant que l'idée, un peu le mythe du pic de forme sur un événement donné, je crois qu'on le voit avec Pogačar, finalement un pic de forme ça peut durer 10 mois dans l'année, et je suis pas persuadé qu'on soit aujourd'hui dans un degré de précision à 24 heures près sur un niveau de forme. On peut parler plutôt de période de forme, mais le pic de forme sur une course donnée, je suis pas convaincu que ce soit une réalité physiologique. Comment vous, entraîneur, gérez les différences de morphologie? Tu parlais d'Arnaud Desmar, qui est un sprinter. Tu m'as dit qu'il avait aussi un coach musculation. Et puis tu as Clément Venturini, qui en début de saison va bastonner sur du cyclocross, mais après doit être là comme équipier, c'est important. Comment vous, entraîneur, vous gérez leurs différentes préparations entre les compétitions et puis l'entraînement, et le lieu aussi d'entraînement? Alors, il y a quand même des points communs, et ça, c'est une vraie différence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parlait de musculation, on a des préparateurs physiques dans l'équipe. On a une personne, là, Sylvia, qui fait du super bon boulot en préparation physique, avec les kinés également. Les coureurs peuvent avoir un préparateur physique à côté, c'est le cas d'Arnaud Desmar, mais il est également pris en charge par l'équipe pour la préparation physique. Ça a changé. Avant, c'était essentiellement un travail qui était fait par les sprinters. Aujourd'hui, de la préparation physique avec charge, vraiment de la musculation. Les fameux squats, mais il y a beaucoup d'autres exercices, sont faits par pratiquement tous les coureurs pendant la période hivernale. C'est-à-dire que la préparatrice physique vient sur les stages pour proposer des séances à côté de l'entraînement. Et puis en dehors de ça, à la maison, la plupart maintenant s'équipent de matériel pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est des
des réelles nouveautés. Voilà. Et on s'est rendu compte que, alors, il y avait un aspect purement performance, mais il y a un aspect également de prévention des blessures qui est très important parce que ça permet de ne pas travailler que les jambes, qui était souvent le travail qui était fait en vélo toutes ces années passées, mais d'avoir un gainage beaucoup plus complet et un corps qui permet de supporter toutes ces charges de travail qui sont aujourd'hui, je dirais pas forcément beaucoup plus importante qu'avant. Les coureurs de l'époque, Hinault, Merckx, Anquetil faisaient beaucoup de volume, mais avec des niveaux d'intensité aujourd'hui qui sont probablement, alors on ne le mesurait pas à l'époque, donc c'est des suppositions, mais plus importantes aujourd'hui. Il y a plus de courses de préparation. On sort de l'étoile de Bessèges. À l'époque, l'étoile de Bessèges, il y avait peut-être un quart du peloton qui y allait en n'étant pas au poids de forme et en se disant on vient préparer la suite de la saison. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des coureurs qui sont prêts, qui sont déjà au top niveau, qui sont à 500 grammes du poids de forme. Et le niveau de performance sur ces courses-là et de sollicitation physique et physiologique est très élevé. Voilà. Donc la PPG, préparation physique générale, tu disais, donc ça c'est une des choses nouvelles chez les coureurs. Elle dure toute la saison? Oui, maintenant on a beaucoup de coureurs qui font ça en rappel, donc on a, on va dire, un gros travail hivernal avec 2 à 3 séances par semaine, mais ensuite un rappel tous les 8-10 jours. Voilà, donc on essaye de maintenir ça toute la saison et ça donne des résultats intéressants. Pas que chez les sprinteurs, qui étaient encore une fois le public type de ce type de travail les années d'avant. Tu parlais de récupération qui était importante. Quels sont les moyens de récupération? Parce qu'il y a notamment pas mal de nouvelles choses avec la cryo qui est arrivée. Il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Est-ce que ça, tous les coureurs aussi désormais le font chez eux? Alors, c'est étonnant parce que ces moyens de récupération, on en a un qui est depuis toujours, qui est le massage. Et je crois que personne n'a jamais remis en question le massage, alors que sur le plan des études scientifiques, c'est difficile de trouver une étude qui apporte de réels éléments scientifiques, factuels sur les bienfaits du massage. En revanche, l'aspect psychologique est certain. C'est au-delà du fait de du massage en lui-même, il y a ce moment, ce cérémonial avec ce moment de tranquillité avec le masseur qui est souvent, je parlais du confident des coureurs, l'entraîneur, mais le masseur l'est aussi, et ces gens-là sont extrêmement importants dans une équipe, et dans ces organisations de journées de course, c'est vraiment très important pour le coureur. Donc en course, le massage, beaucoup de courses font masser à la maison également. Dans les autres moyens de récupération, ça va, ça vient. Tu parlais de cryothérapie, ça a été très à la mode, c'est passé de mode. On fait plus de cryothérapie aujourd'hui ou très peu. On a essayé les bains froids, c'est discuté aujourd'hui. Les bains froids, c'est encore une méthode qui a cours, mais qui est discutée scientifiquement. En tout cas pour des sports comme le vélo, qui sont pas des sports de choc. C'est peut-être plus intéressant pour des sports comme le rugby, par exemple, où les contraintes ne sont pas les mêmes. On a des bottes de pressothérapie aujourd'hui. Il y a eu dans ces méthodes qui sont un petit peu passées de mode l'électrostimulation. À l'époque, tout le monde avait son complexe. Aujourd'hui, l'électrostimulation, on le voit plus que très peu. Les textiles compressifs, c'est pareil. J'ai l'impression que ça passe un petit peu de mode, même si les coureurs les utilisent toujours. Donc, on se cherche sur les méthodes de récupération. La meilleure méthode de récupération, c'est vraiment le repos. Ça, c'est la méthode numéro 1. Et c'est peut-être la plus dure, parce qu'il faut, quand le coureur est chez lui et qu'il rentre de course, le coureur, il est comme monsieur et madame tout le monde. Il a envie de voir les copains, de pouvoir sortir, d'aller faire un resto, d'aller faire des courses, et on lui dit que le mieux, c'est de se reposer à la maison. Et c'est vrai, parce que c'est là qu'il refait le plein d'énergie, et il faut savoir, pour un bon coureur professionnel, se forcer aussi à se reposer, à passer du temps à la maison, sur son canapé. Fred, on parle maintenant de tout ce qui est nouvelle technologie pour capter la data. Comme tu l'as dit, le capteur de puissance, ça a été la révolution majeure. Je sais que tu travailles avec des outils comme Training Peaks à distance pour tes coureurs. Et il y a notamment un logiciel d'analyse qui s'appelle WKO5. Et ça donne plus le cardio, qui est une variable, plus le lactate. Enfin, ça donne une infinie quantité de data. Il y a quoi, avant de dire ce que tu en retires, il y a quoi d'autre que tu captes?
C'est essentiellement ça, comme tu disais, les valeurs de fréquence cardiaque qui sont toujours utilisées, parce que ça nous permet de faire des comparaisons avec la puissance. Et la puissance, voilà. Et c'est vrai que le logiciel WKO5, qui est un logiciel TrainingPeaks, mais c'est un logiciel pour les coachs un peu plus élaboré, nous permet d'avoir un nombre de tri de données possibles qui est, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement la puissance, mais on peut avoir la puissance, par exemple, avec un certain nombre de kilojoules de fatigue. C'est ça qui est réellement intéressant. Aujourd'hui, les amateurs souvent viennent me voir en me disant, tu sais, moi j'ai fait un test 5 minutes, voilà, tant de watts par kilo. Finalement, j'ai vu qu'il y a des pros qui faisaient même pas ça. Oui. La différence, c'est que les pros le font en fin de course. Voilà, après avoir déjà réalisé un certain nombre d'efforts très intenses, ça, on est capable de le dissocier dans le logiciel avec 2000, 3000, 4000, 5000 kilojoules de fatigue. Et ça, c'est des données très importantes. On est capable de discerner des données de puissance en fonction de la température. Par exemple, il y a des coureurs qui voient leur profil de puissance altéré en fonction des températures, négatives, positives, plutôt généralement sur les hautes températures. Donc là, c'est vrai qu'on a une variété d'infos à disposition qui est énorme. Il y a aujourd'hui des data analystes dans les équipes professionnelles du World Tour qui nous apportent des informations complémentaires à WKO, qui est déjà pourtant très très riche, et on voit une réelle évolution là-dessus sur l'analyse de data qui est pas forcément que sur le coureur. Ça peut être la data analyse sur quelle course aller faire pour optimiser le nombre de points UCI. Voilà, j'ai vu qu'une équipe concurrente comme Astana a pris un data analyst que je connais par ailleurs cette année pour faire un travail d'optimisation des courses à aller faire en fonction des points UCI et des participants sur ces courses. Voilà, c'est aussi tout ça la data analyse. C'est des milliers de données qui sont mises dans des systèmes et qui nous permettent, nous entraîneurs, d'avoir une aide supplémentaire. Il s'agit pas de nous remplacer, peut-être un jour, qui sait. J'espère que ça tiendra encore une dizaine d'années me concernant. Mais j'en parle souvent avec les copains médecins qui voient ces technologies-là arriver aussi dans le milieu médical. Je crois pas qu'ils soient fondamentalement inquiets sur la disparition du métier. Moi, je suis convaincu que l'humain, il a toute sa place et on le voit avec nos coureurs. Ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'être réconfortés, ils ont besoin d'être conseillés, ils ont besoin de nous parler. Je pense que parler à un ordinateur, ça satisfait personne sur le long terme. Donc voilà, mais on a besoin quand même de ces données pour compléter notre travail d'analyse et de créativité dans les prochaines séances d'entraînement, puisque comme je le disais, voilà, si on se maintient, on ne progresse plus. Donc il faut aller vers des nouveautés. Alors c'est justement une transition géniale, toute trouvée. On va parler intelligence artificielle, c'est la tendance du moment. Juste en aparté, est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas aujourd'hui de capteur de puissance chez les pros, à l'ancienne, pourrait encore progresser et être à haut niveau? Oui, quelqu'un qui se connaît bien, sûrement. Je pense que si on met un morceau de scotch sur le compteur du coureur professionnel et qu'on lui demande de faire 7 fois une minute à 500 watts, il sera pas très loin. Donc c'est quand même des garçons qui ont un très très bon ressenti de l'intensité, une connaissance de leur corps. Donc on est capable de faire des choses. On perdra beaucoup, nous, dans le suivi de toutes ces séances et de charges de fatigue qui sont importantes sur des périodes plus longues. Mais dans l'absolu, dans le quotidien, ce serait possible. Mais on n'a plus de coureurs qui n'ont pas envie, et même des coureurs anciens, des coureurs qui vont prendre leur retraite, ils sont aujourd'hui contents de l'aide du capteur de puissance. Il faut pas en être prisonnier. C'est pas le capteur de puissance a été beaucoup critiqué en course, voilà, comme les oreillettes, en disant que ça tuait la course. Non, c'est pas vrai. Je pense pas que le capteur de puissance tue la course. C'est des équipes peut-être trop fortes qui tuent la course. Mais la donnée de puissance, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et même les anciens coureurs aujourd'hui sont ravis d'utiliser cet outil-là. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. On parle d'intelligence artificielle. Ça fait son apparition, tu l'as dit, dans le milieu médical, mais désormais dans de nombreux domaines sportifs. Ça va être une analyse de position, ça va être une analyse de data. Quelle place occupe-t-elle aujourd'hui, alors je sais pas chez les autres équipes, mais là, dans ton équipe et toi en tant qu'entraîneur? Alors pour le moment, on n'est pas à proprement parler sur l'intelligence artificielle. On est sur des données qu'on collecte au travers de plateformes et d'outils. L'intelligence artificielle qui va
entre guillemets décidée pour nous ou nous orienter vers des séances d'entraînement à venir, elle est encore balbutiante, donc c'est pas encore réellement effectif. Je pense que demain on va intégrer dans les nouveaux outils à venir. Je pense que l'analyse du lactate en temps réel, c'est quelque chose qu'on aura probablement dans les années à venir. Et toutes ces données compilées en temps réel vont peut-être permettre de nourrir l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. Hein. Il faut la nourrir de données. Ces éléments-là complémentaires à l'avenir seront peut-être des éléments qui vont permettre justement à cette IA d'affiner des séances et de proposer des séances dont le coach pourra disposer. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. On a quelques notions dans WKO de propositions, d'axes de travail, mais c'est pas des semaines qui sont programmées. Donc on a encore toute notre importance pour proposer et pour dessiner des plans d'entraînement à la semaine. Le jour où ça devient efficient, le cas, il y aura quand même une notion, un peu comme les grosses entreprises qui utilisent l'IA, aujourd'hui il y a une notion de confidentialité. C'est-à-dire que les datas de ton coureur ne seront pas accessibles, ne nourriront peut-être pas le moteur général d'intelligence artificielle, mais ça sera des IA internes. Mais ensuite, il y aura les problèmes que le coureur suive et son bagage en quelque sorte d'intelligence artificielle qui le suit. Donc ça va quand même poser des contraintes supplémentaires. Tout à fait, mais je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, alors TrainingPeaks, qui est la plateforme utilisée par je pense 80 ou 90% des équipes du World Tour, il y a très peu de notions de confidentialité. Quand on récupère un nouveau coureur qui vient d'une autre équipe, on récupère toutes ces données TrainingPeaks, ces données de puissance. Alors ça peut paraître plutôt normal, mais également ces entraînements passés. Voilà, donc on n'est pas. Quelques équipes ont développé des plateformes internes pour ces choses-là, mais la confidentialité est encore une notion assez lointaine. Alors, à la fois, on peut se dire que c'est bien, puisque c'est vrai qu'il y a parfois l'ombre de certaines choses qui planent sur le vélo, et d'avoir cette visibilité-là sur ce que le coureur a pu faire, c'est quelque part très rassurant. Et je l'encourage. Je suis pas persuadé qu'on arrivera à maintenir ça à l'avenir, parce que malheureusement, comme tu le dis, c'est cette confidentialité, ce secret industriel, il s'exporte dans le sport aussi, pas seulement dans l'industrie. Donc il y a une crainte réelle pour que tout ça disparaisse, mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et je veux vraiment y voir un signe de transparence qui est encourageant, et le vélo en a probablement besoin. Est-ce que, selon toi, ça pourra t'aider, un peu comme un médecin où, alors le sujet tendance, c'est qu'aujourd'hui l'IA détecte plus facilement les tumeurs d'un cancer. Est-ce que, selon toi, ça pourra t'aider à prédire un surentraînement ou à aider à aller vers un pic de forme? Est-ce que c'est la tendance que tu vois, elle va pouvoir te faire gagner du temps, au moins dans l'analyse déjà? Très probablement. Oui, non, c'est vrai qu'il faut. Alors je disais que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, mais c'est quand même formidable. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui des outils qui sont épatants. Donc il y a quand même fort à parier qu'on aura des indications de zones d'intensité à travailler, de force, de faiblesse chez le coureur, comme tu disais, de signes de surentraînement. Alors aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'analyser la variabilité de la fréquence cardiaque, par exemple. C'est encore des outils qui sont à mon sens imprécis. Moi j'aime bien tester tous ces outils sur moi, et voilà les fameux bracelets Whoop ou la Bagura. Voilà, j'aime bien faire des phases de test sur moi, et je trouve qu'aujourd'hui, et pour en parler avec des médecins par exemple, sur les outils qu'ils ont pour l'analyse du sommeil, quand on leur parle des outils dont on dispose nous, ça les fait un petit peu rigoler, ça les fait sourire. Donc je pense que le niveau de précision est encore aujourd'hui pas suffisant, mais ça le sera probablement demain sur des outils miniaturisés accessibles au grand public. Et là, évidemment, l'intelligence artificielle nous donnera des informations complémentaires qui seront forcément intéressantes pour nous, pour affiner nos séances d'entraînement pour les coureurs. Est-ce que toi, en tant que coach, tu t'es déjà, alors c'est pas facile à avouer, mais tu t'es déjà planté? C'est-à-dire que, est-ce que tu n'as pas su détecter une fatigue qui était peut-être pas si évidente que ça, et que ton planning d'entraînement n'a pas été au top? C'est-à-dire que on connaît bien tous les deux le biathlon. Quelquefois, tu as un coureur au top et puis il y a des skis, ce qu'on appelle des raps, c'est-à-dire que l'équipe technique, malgré toute son expérience,
c'est craquer sur un fartage. Du coup, ils ont des raps toute la course, ils perdent. Ils sont pas là alors que la forme est exceptionnelle. Est-ce que toi, tu as déjà pu déceler des fois où tu t'étais peut-être pas trompé, mais tu aurais dit, putain mince, si j'avais ajusté différemment, j'aurais pu épauler? Alors, comme tu le dis, pas trompé, mais ajusté. Et ajusté, oui, et on a une vraie chance par rapport à... voilà, je peux penser aux copains dans le ski nordique, par exemple, les saisons sont courtes. Donc l'ajustement, quand on a mal fait les choses dans le nordique, je pense que c'est compliqué quand la saison est engagée, c'est compliqué parce que la saison est courte. Nous, les saisons durent pratiquement 10 mois. Donc, on a quand même le temps sur une préparation hivernale qu'aujourd'hui, on maîtrise relativement bien. Donc, c'est assez peu en hiver qu'on peut faire des erreurs qui demanderaient vraiment un ajustement important. Mais ensuite, en cours de saison, on a l'avantage d'avoir le résultat des courses. Le coureur sent quand même assez vite quand les choses ne vont pas bien. Donc, des ajustements, oui. Des grosses erreurs des coureurs en surentraînement, moi, c'est ma hantise. Donc, voilà, j'ai toujours tendance à plutôt préconiser un petit peu plus de repos qu'un petit peu plus d'entraînement, même s'il faut trouver le juste équilibre. Donc, pas de grosses choses, non. Mais par contre, des interrogations permanentes. On est... alors, je dirais pas qu'on est dans le doute, je vais pas dire ça aux coureurs, ils vont prendre peur. Mais bien sûr qu'on s'interroge. Moi, quand je planifie mes semaines dans Training Peaks, j'y reviens souvent, j'y réfléchis le soir, ça peut me réveiller la nuit, et je vais ajuster ça le matin. Et oui, il y a, je pense qu'on peut rester sur des schémas qu'on connaît très bien, mais comme je le disais, au bout d'un moment, le coureur ne progresse plus. Donc, si on veut sortir des schémas qu'on connaît bien, il y a forcément des doutes, des interrogations, et on fait avec. Mais on a des copains entraîneurs pour en parler, et voilà, c'est ce qui est bien aussi. On échange entre nous. Comment tu gères alors deux athlètes, le premier Clément Venturini qui fait du cyclocross, qui est quand même le très haut niveau cyclocross, et là qui va devoir passer par une phase de repos, je suppose, mais quand même vite reprendre la saison route pour être performant. Et puis Arnaud Desmar, alors ce week-end on voit, enfin la semaine de Bessèges, il est pas passé loin de la gagne à chaque fois, il a fait deuxième. Comment tu gères déjà quelqu'un comme Clément qui fait du cyclocross? Puis ils ont leur vie perso. Clément va bientôt être papa. Il est papa. Il est papa, ça y est. Oui, félicitations. Alors, l'idée, c'est comment tu gères ça. Déjà, un coureur qui a deux disciplines. C'est pas une approche simple. C'est une approche qui est hyper intéressante pour l'entraîneur, qui est hyper intéressante pour le coureur, parce que Clément, il adore les deux disciplines, donc il s'éclate à faire les deux. Je crois qu'encore plus que pour les autres, la notion de récupération et de repos, là, elle est capitale. Il faut exploiter chaque moment. Là, Clément, c'est un garçon qui a du mal à se reposer. C'est un très très gros travailleur, un garçon hyper sérieux. Mais quand on a commencé à travailler ensemble l'année dernière, c'est vraiment les choses qu'on a mises en place sur le jour de repos strict. Voilà, un jour de repos dans la semaine, c'est pas un petit footing le matin à jeun, c'est pas un jour de repos. Donc c'est respecter ces temps de récupération. Et puis ensuite, on parlait de prévoir avec les calendriers des garçons comme Clément. Il faut prévoir les deux saisons. Il y a 15, 16, 17 cyclocross, une soixantaine de jours de courses sur route derrière. Donc il faut prévoir avec un calendrier qui est intelligent. Forcément des courses sur lesquelles il peut performer, puisque ça c'est important, notamment dans notre époque moderne avec les points UCI. Mais respecter ses temps de repos, ces courses sur lesquelles il peut performer, ces courses sur lesquelles il peut aller aider également, parce qu'il a un rôle d'équipier sur certaines courses, mais c'est vraiment toujours être sur le fil de la récupération, et ça c'est peut-être la clé pour des garçons multi-activités comme ça. Et on se rend compte que même dans le cyclocross moderne, il y a très peu de coureurs qui enchaînent les deux disciplines. Bien sûr, Mathieu Van Der Poel, qui est le plus grand crossman de tous les temps, mais Van Der Poel, quand on regarde, c'est 7 ou 8 cyclocross cette année. Donc c'est très très peu de jours de cross par rapport aux purs spécialistes. Wout van Aert, la même chose, peut-être même un petit peu moins. Donc voilà, la clé c'est d'aller viser des objectifs précis, et puis après d'avoir des moments de récupération, d'assimilation, et puis de retourner à l'entraînement et en course. Chez Arnaud, c'est complètement différent, puisque finalement, c'est à chaque course où il peut mettre la balle au fond. Donc à chaque course, c'est un bis repetita, c'est une pression à tenir toute la course, avoir une équipe solide qui est capable aussi de l'amener
en leadership pour le positionner sur les 200 derniers mètres. C'est ça, exactement. C'est à la fois une superbe discipline, le sprint, et une discipline très ingrate parce que voilà, tout se joue en quelques secondes. Hein, on parle même pas de minutes. Les sprints, voilà, on décortiquait les sprints d'Arnaud et c'est plutôt 12 à 13 secondes le temps de sprint moyen qui se joue sur un peu plus de 200 mètres. Et lui, sa journée se joue là-dessus. Sa saison se joue sur ces enchaînements de quelques centaines de mètres, de quelques minutes. Fred, juste en aparté, tu peux nous donner les watts qui sont développés sur ces 12-13 secondes ou c'est confidentiel? Non, on a des valeurs aujourd'hui. Voilà, les coureurs de très haut niveau sont au-dessus de 1600, 1700 watts en valeur pic. D'accord, voilà. d'accord. Là aussi, et je le disais, parfois j'ai des amateurs qui me disent ah ouais, moi j'ai fait 1500 watts, 1550, c'est bien, c'est très bien, mais sur des valeurs en étant frais. Eux, ce sont des valeurs qui sortent en fin de course. Voilà. Donc, et souvent avec un effort avant le sprint de 1, 2, 3 minutes, puisqu'on décortique tout ça aussi dans l'analyse des sprints d'Arnaud. Voilà, c'est un travail qu'on fait et que je me dois de lui montrer sur l'analyse des intensités avant le sprint. C'est souvent 1, 2, 3 minutes à PMA avant de sprinter. Donc la PMA qui est déjà les zones hautes d'intensité avant de faire son sprint. Et là, ils seront capables de sortir plus de 1500 ou 1600 watts. Voilà. Donc oui, non, c'est des belles valeurs. Donc je t'ai coupé, tu disais que oui, c'est l'objectif. En fait, toutes ces 20 dernières secondes, ça remet en cause à chaque fois toute la saison, quoi. C'est ça. Mais la difficulté, c'est que entraîner un garçon, un sprinter comme Arnaud Démare sur une épreuve d'un jour, c'est pas forcément la plus grosse problématique. La problématique, c'est de devoir aussi l'entraîner sur une épreuve à étape d'une semaine ou de 3 semaines, puisque là, les qualités sont pas les mêmes. Pour un Tour de France ou un Grand Tour, il faut aussi être capable de passer la montagne, donc d'aller sur des zones de travail qui sont pas les zones privilégiées pour le sprinter. Le sprinter, on travaille beaucoup d'explosivité, de force max, du travail de sprint, du travail de PMA, des zones hautes. Or là, sur ces courses à étapes, c'est aussi beaucoup de travail d'intensité longue, de travail au seuil. Et là, c'est vraiment compliqué de mélanger tout ça. Voilà, parce que ce sont des zones de travail qui sont fatigantes, sur lesquelles lui ne va pas faire de différence en termes de performance. C'est juste pour pouvoir suivre et être à l'arrivée dans les délais. Et la complexité pour moi, elle est plus là-dessus. Si Arnaud faisait que des courses d'un jour tout au long de la saison, l'approche préparatoire serait plus simple, puisque on aurait à gérer de la récupération, mais de la récupération, on sait faire sur des courses d'un jour. Or là, il faut intercaler des courses d'une semaine, des courses comme Bessèges, voilà, de presque une semaine. Et c'est vrai que le début de saison était encourageant le concernant. Mais il faut arriver à intercaler toutes ces courses-là. Et la réelle complexité, elle est là, avec des zones de travail qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. On sait qu'il y a différentes façons de parler aux athlètes. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui aiment bien être secoués, il y a des athlètes où c'est horrible, si jamais tu les secoues, c'est fini, tu rentres en conflit avec eux, ils se braquent. Comment toi, du coup, tu arrives à... Il te faut combien de temps pour rentrer en communion avec un athlète ? Alors, je ne veux pas parler que d'Arnaud Démare, mais c'est vrai que lui, c'était très simple, puisque pour rentrer en communion avec lui, j'ai acheté son livre, j'ai lu son livre, et j'ai eu un résumé d'une année, c'est ce que je lui ai dit, merci Arnaud, je vais maintenant demander à tous les nouveaux coureurs que j'entraîne d'écrire un livre, comme ça c'est formidable, c'est beaucoup de temps gagné. Non, c'est vrai que la côté, l'informel, les discussions... C'est pour moi l'une des composantes les plus importantes dans le métier. Faire des plans d'entraînement, on est beaucoup à savoir le faire, mais cette gestion de l'humain, elle est fondamentale. Et voilà, tu le disais, il y a beaucoup de moments down, de moments en bas dans ces métiers-là qui sont très durs. Et il faut être là. Et puis on n'a pas de formation de psychologue. Quand on passe le brevet d'État, on apprend un tas de trucs, mais pas la psychologie. Et je pense que c'est un élément manquant. J'ai toujours pas eu le temps de le faire, mais je voulais me former en psychologie en complément. Alors, je sais pas si on peut appeler ça la psychologie du sport, parce que c'est vrai qu'il y a les préparateurs mentaux aujourd'hui, mais c'est quelque chose de très important, puisqu'il faut, il faut assez rapidement connaître son coureur, comme tu le dis, ils fonctionnent pas tous pareil, il y en a qui ont besoin d'être assurés, même après des années de professionnalisme, des coureurs qui ont besoin d'être secoués.
Alors moi je suis pas un entraîneur qui secoue beaucoup. Je trouve que le vélo les secoue déjà suffisamment. Il n'y a pas besoin forcément de remettre une pièce la plupart du temps. Les coureurs sont hyper sérieux, très travailleurs, parfois même trop travailleurs. Il faut les freiner. Donc ils ont pas besoin on n'a pas besoin de remettre une pièce. Donc il faut être une oreille attentive. Il faut avoir de l'empathie dans ce métier, savoir les écouter, leur remonter le moral. Trouver les mots justes, ça c'est pas facile parce que les mots justes après une victoire, tous les mots sont justes. Hein, c'est très très simple. Quand Kevin Vauquelin gagne son étape sur le Tour de France, des mots justes, il en a reçu par dizaines des messages. Quand ça va pas, les mots sont plus compliqués à trouver. Il faut, là parfois on se plante aussi, parfois on dit le mot que le coureur n'a pas envie d'entendre. Mais je crois que quand il y a une forme de sincérité, le coureur le ressent aussi. Et je pense que la sincérité, il faut jamais s'écarter de ça. Voilà, on fait ça pour l'humain et moi c'est ce qui me plaît vraiment avant tout dans mon métier aussi, c'est l'aventure humaine avec chaque coureur, c'est différent. Chaque coureur a une belle rencontre, vraiment. On voit des profils très différents, mais souvent des durs au mal, des travailleurs, et c'est des garçons très attachants. Une victoire comme ce week-end, parce qu'on enregistre cette émission le 10 février, une victoire comme ce week-end sur l'Étoile de Bessèges pour Kevin Vauquelin, qui gagne le chrono puis le général, ça fait du bien à l'équipe, mais est-ce que sur ses coéquipiers, ça jette une pression ou au contraire, ça dit bon ok, on a mis la balle au fond, on va être un peu plus tranquille, moins de pression sur nous pour gagner à tout prix, parce que moins une équipe gagne, plus elle a de pression. Oui, alors je dirais les deux mon capitaine, donc ça apporte une vraie dynamique générale, ça c'est une certitude et c'est pour ça que gagner dès le début de saison, là ça fait 3 victoires pratiquement d'un coup, c'est très important parce que la dynamique générale est bonne, ça récompense les équipiers qui font un travail énorme. Sur l'Étoile de Bessèges, on ne voit que le vainqueur. Mais les équipiers ont fait, et même des garçons comme Arnaud Desmar, comme Florian Sénéchal, qui sont des leaders à côté, se mettent sont mis au service de Kevin Vauquelin et font un travail super. Donc là, c'est avant tout une récompense pour eux et ils sont vraiment heureux, sincèrement heureux pour le coureur qui gagne. Maintenant, pour d'autres, c'est aussi une forme de pression, de se dire il faut, la dynamique est lancée, il faut l'entretenir, mais je pense que c'est le bon côté de la pression, voilà. Et les coureurs ont toute l'année de la pression, il faut qu'il y ait de la pression, c'est nécessaire, et je pense que c'est pour ça qu'ils aiment aussi le milieu de la compétition. Si on n'aime pas la pression, on fait autre chose, mais il faut garder la bonne pression, voilà, arriver à mettre la mauvaise pression de côté, et ça c'est pas toujours évident. Fred, pour finir, pour conclure et pour revenir sur l'outil, enfin la question principale, c'est comment s'entraînent les pros. Est-ce que la technologie, dans les années à venir, va-t-elle creuser encore les écarts? Tu parlais de Pogačar. Va-t-elle creuser encore les écarts ou est-ce que ça peut au contraire encore tirer tout le monde vers le haut et finalement lisser? Il y a eu des années dans le peloton pro où ça se jouait à pas grand-chose. Il n'y avait pas un ultra dominant. Est-ce que ça peut revenir, ça, du fait de nouveaux outils? Alors, c'est vrai que les différences de budget sont énormes entre l'équipe UAE et l'équipe Arkea BNB Hotel. On joue pas sur les mêmes budgets. En plus, on a un petit peu la double peine en France, c'est qu'on a des charges sociales qui sont les charges sociales d'un salarié normal, d'une entreprise. Et je remets pas ça en question. Mais dans les équipes étrangères, la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, ils ont à la fois des budgets supplémentaires et des charges inférieures. Pour autant, on fait beaucoup de choses similaires dans l'entraînement. Donc même avec des gros budgets, même avec de la technologie en plus sur les équipes de premier plan, moi, un de mes anciens collègues de l'équipe est parti dans une équipe de premier plan cette année, une des plus grosses équipes mondiales. Voilà, il nous disait récemment que tout ce qu'on faisait chez Arkea BNB Hotel, c'est très bien. On est dans le vrai, on est dans ce que font les Pogačar, les Vingegaard à côté. Donc j'ai pas l'impression aujourd'hui que ça continue à creuser un écart. Forcément, quand un coureur peut être massé tous les soirs, qui peut avoir un assistant quand il part en stage, qui le masse, oui, ça c'est des petits détails, c'est un cumul des petits détails. Mais sur les fondamentaux de ce que la technologie pourrait apporter à des équipes avec des plus gros budgets, je suis pas persuadé que ce soit là-dessus qu'on creuse les écarts. On creuse les écarts sur la capacité qu'a une équipe à gros budget à recruter des coureurs qui seraient des potentiels coureurs podium sur des grands tours dans d'autres équipes. Alors que là, ils sont
simplement entre guillemets équipier. Et je crois que ce qui fait la différence aujourd'hui dans des équipes comme UAE, avec je crois de mémoire plus de 60 victoires l'année dernière, et encore je suis peut-être loin du compte, c'est que dans ces équipes, des équipiers seraient chez nous des grands leaders sur des grands tours. Et là-dessus, oui, le fossé se creuse. Est-ce que ça nous inquiète? Oui, beaucoup plus que l'évolution technologique, les différences de budget et les différences avec ces mastodontes, et on l'a vu avec l'étoile de Bessèges et des équipes qui ont abandonné. J'ai peur qu'on aille sur un cyclisme à 2 vitesses, qui n'est pas les 2 vitesses de l'époque du cyclisme, mais sur un cyclisme à 2 vitesses avec des budgets et des différences de niveau qui seraient vraiment très conséquentes. C'est vrai chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, un petit peu moins aujourd'hui. Le niveau est un petit peu moins homogène. Les différences de budget, je pense que sont un peu moindres. Mais si le cyclisme féminin continue à se développer à la vitesse à laquelle il se développe, et c'est quand même très très important. Et pourtant, nous, Mickaël, on a connu Jeannie Longo sur le Tour de France. On a l'impression qu'on a inventé le Tour de France féminin ces dernières années, mais non. Moi, je l'ai vu passer plusieurs fois à l'époque, quand Jeannie Longo, une grenobloise aussi, se battait avec Maria Canins. Si le cyclisme féminin continue à se développer, très, très probablement qu'on assistera aux mêmes dérives possibles. Fred, merci d'être venu nous parler un petit peu entraînement et surtout propre au Team Arkea. C'était très sympa. Eh ben, merci à toi. On resterait bien encore de nombreuses heures, mais il faut qu'on coupe. Voilà, le lieu va fermer, donc il faut qu'on coupe impérativement. Je te dis un gros merde pour cette saison, parce qu'elle est encore très très longue, à toi et à toute l'équipe. Merci Mickaël. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Bien évidemment, abonnez-vous à votre plateforme de podcast préférée de manière à être notifié lorsqu'un nouveau podcast sort. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Restez connectés. Abonnez-vous à la newsletter du site de l'Expert Vélo de manière à recevoir les actualités dans votre boîte aux lettres. À très très vite. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvélo.com.